Merci de votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Opinion. Pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau M. Cheikh Bamba Dièye. Il est le leader du parti FSD/BJ, Front pour le socialisme et la démocratie, Benno Djoubbal. Bonjour et bienvenue, M. Dièye. Bonjour Fatou, et tout le plaisir est pour moi. Oui, et c'est partagé. Cheikh Bamba Dièye, hormis votre casquette de leader de parti politique, on peut retenir que vous êtes ingénieur spécialiste des questions de transport, ceci en plus de vos aptitudes en matière d'urbanisme et d'environnement comme données économiques. Ancien député, vous avez été également ancien maire de Saint-Louis de 2012 à 2014. Cheikh Bamba Dièye fut membre de l'équipe gouvernementale de l'actuel régime. Est-ce que l'essentiel a été dit? Pour la partie qui concerne la vie politique, oui. Oui, et il reste une autre partie à découvrir chez vous. Bien évidemment. On peut savoir? Mais je suis un Sénégalais comme tous les autres, membre d'une communauté religieuse avec des responsabilités là-dedans. Mais en tout cas de cause, je crois que la présentation suffit largement. J'imagine que vous êtes un Djéourine. Oui, entre autres, si vous pouvez le concevoir comme cela. D'accord. Comme disait le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ça sent le gaz et le pétrole. Qu'est-ce que cela crée chez vous? La stupeur, l'engouement ou bien la méfiance? Merci Fatou, vous me permettrez tout d'abord de vous remercier et de profiter de l'occasion que vous m'offrez pour présenter mes meilleurs vœux au peuple sénégalais, à ces braves citoyens et surtout à la radio-télévision Walfadjri, et me réjouir d'être à vos côtés. En réalité, ce que vous avez dit tantôt devrait plutôt susciter la certitude que cette fois-ci, peut-être, avec un peu d'organisation, nous pouvons aller très loin. Oui. Mais bien évidemment aussi, on n'est pas dupe pour ne pas regarder l'histoire des pays dans le monde avec les ressources pétrolières ou gazières. On remarque aussi que ça a créé le plus souvent beaucoup d'instabilité. Et en réalité, il aurait même valu pour certains pays ne jamais l'avoir que de l'avoir. Oui, mais au Sénégal, avec la situation actuelle, vous êtes un peu méfiant? Mais en réalité, on est au début. Mais ce qui se trame aujourd'hui, ou la lecture que nous en avons en tant que simples citoyens, ne prête pas à la sérénité. Oui. Je crois que j'ai eu à le rappeler plusieurs fois. Le pétrole, tout comme les ressources de ce type, mettent beaucoup de temps pour être disponibles, des millions d'années. Si nous avons la possibilité et la chance, nous, Sénégalais d'aujourd'hui, d'en profiter, je crois que c'est un message pour nous, aujourd'hui, qui sommes les responsables de ce pays, mais pour aussi les générations à venir. Oui. Il conviendrait, de mon point de vue, que nous puissions être focus, responsables, que nous puissions tirer profit des atouts que nous avons et ne jamais faillir au point que cela puisse engendrer une catastrophe majeure. Et je pense que dès à présent, ce qui se trame, la manière dont les éléments sont posés, pose énormément de difficultés si la volonté est d'éclaircir un temps soit peu le citoyen sénégalais. Et j'estime que nous sommes beaucoup plus dans une sorte de ténèbres et qu'on entretient cela et cela n'est pas bon. Oui, face à ce que le chef du gouvernement qualifie de Toroubou, que faire pour taire les rumeurs développées autour du gaz et pétrole sénégalais? Vous savez, en réalité, oui, de quoi il s'agit pour les Sénégalais? Oui. De l'opportunité que nous avons d'avoir nos sources propres, un moyen de booster notre développement, de rééquilibrer les disparités que nous avons dans notre pays, de corriger l'inéquité territoriale et de faire en sorte que le Sénégalais lambda puisse bénéficier de cette rente pétrolière ou gazière. Oui. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'un pays moderne a des ressources. La question que nous devons poser, c'est est-ce que les États-Unis, avec leur gaz de schiste, ils ont 10% de leur pétrole ou de leur gaz? Est-ce que l'Arabie saoudite a 10% de ses réserves? Est-ce que le Nigeria a cela? Ou est-ce que l'Angleterre a 10% de ses réserves de pétrole de la mer du Nord? Ce sont ces types de réflexions-là qui doivent nous amener à nous protéger. Parce qu'en réalité, si nous faisons de l'aventurisme affairiste de bas étage, on risque de nous engluer ou surtout d'entraîner le pays dans des contrats qui vont nous lier durablement, oui, et qui vont nous amener des conflits à n'en plus finir. À propos, les 10% souvent donnés comme part à l'État du Sénégal, vous trouvez cela normal? Non. Parce qu'en réalité, je pense qu'il faut qu'on pose les bons postulats. Là où le problème vient, c'est lorsque un pays comme la Mauritanie a été capable directement de traiter avec Cosmos Énergie. Je ne comprends pas pourquoi un pays qui a une tradition administrative, politique, gouvernementale beaucoup plus aboutie, a le besoin de voir plusieurs intermédiaires
dans un circuit avant d'en arriver avec Cosmos Énergie. Cela pose le problème souvent qu'il y a des gens qui sont là et qui ne sont intéressés que par des commissions et qui souvent mettent à mal les intérêts stratégiques d'un pays et l'enfoncent dans un trou où il sera extrêmement difficile de nous sortir. Deuxièmement, si nous analysons proprement, d'après ce que dit M. le Premier ministre, les réserves de gaz du Sénégal sont connues. Nous ne sommes plus dans l'aventure pour voir si oui ou non nous pouvons investir ou s'il y a un risque ou pas. Si lui-même, il donne la nature et la quantité de ces réserves. Je pose la question de savoir pourquoi quand l'État du Sénégal est capable de financer 400 milliards pour un train qui va relier Dakar à AIBD, dont la rentabilité est plus que douteuse pour la bonne et simple raison que l'aéroport de Dakar a environ 4 à 5 millions de passagers annuels, ce qui veut dire 15 à 20 000 voyageurs jour. Si le train qu'on nous propose doit prendre 150 000 personnes jour, je pose où est le calcul de rentabilité. Pourquoi voudrait-on occulter le fait qu'on a mis en place une autoroute qui va nous amener jusqu'à AIBD et que souvent les Sénégalais vont prendre leur voiture pour aller à l'aéroport? Ce sont ces questions. Si le Sénégal a été capable de mobiliser 400 milliards là-dedans et que Cosmos a été capable de ne mobiliser que 125 milliards, je dis que qui peut le plus doit pouvoir le moins. Si la volonté est certainement de nous protéger, de nous donner les moyens de tirer le maximum de profit possible de nos ressources, je crois que le bon sens nous imposait même pas d'aller dans de l'aventure, mais d'aller en protégeant nos ressources et en étant focus sur les vrais intérêts du Sénégal. Oui, à ce sujet, comment appréciez-vous cette publication des contrats pétroliers, même si il y a des zones d'ombre soulignées un peu partout? On ne peut que saluer si la volonté étant soit peu d'éclaircir la lanterne des Sénégalais, mais à la fin, nous constatons que, au départ, si la volonté, comme je le disais, est de nous éclairer, nous les citoyens, de nous amener à comprendre le pourquoi du comment de ce qui se fait sur ce secteur-là, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes restés sur notre faim. Deuxièmement aussi, sur la question de fond, comment voudrait-on que nous qui sommes des citoyens de ce pays, des responsables, des pères de famille, et qui savons ce que ça a coûté le pétrole pour certains pays, des pays ont été totalement déstabilisés. Je peux prendre le cas de l'Iran, de la Syrie, tout comme de la Libye. Des pays ont vécu une corruption absolue, comme le cas du Nigeria. D'autres ont vu leurs ressources pétrolières siphonnées par des entreprises étrangères. En tant que simple citoyen et père de famille, soucieux de la sécurité de nos enfants, nous sommes dans notre droit de demander, d'exiger la transparence sur des transactions qui sont faites au nom du Sénégal. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait normal que le gouvernement s'attelle à éclairer la lanterne des Sénégalais. Au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de députés qui sont là-bas. Pour une fois, voici une occasion qui intéresse les Sénégalais. Au vu de l'engouement que cela crée au sein de la société civile, au sein des partis politiques et des citoyens. Vous savez, Ndeye Fatou, la question qui devrait nous interpeller aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes un pays pauvre, un tout petit pays africain, très pauvre, parmi les plus pauvres. Et tout le projet politique. Pourtant, qu'il y a un taux de croissance de plus de 6%. Vous savez, écoutez, aujourd'hui, il y a, du point de vue macroéconomique, beaucoup d'embellis qui militent pour que nous ayons cette croissance. Nous avons un prix du baril qui est de l'ordre de 40 à 45 dollars. Pendant très longtemps, alors que du temps de l'ancien régime, on avait vu au-delà des 100, 150 dollars. Donc, c'est des situations qui sont là, qui sont intéressantes. Et il faudrait qu'on en profite. La question n'est pas qu'on cherche à tirer sur qui que ce soit. Nous sommes ensemble et c'est quand ça ne va pas, ça va aller très mal pour les citoyens sénégalais. Et de ce point de vue-là, magum xamon nako, wala magum waxon nako, mo gën magum xamon nako. Soyons focus et responsables. Vous voudrez être plus alarmiste? Non, je ne suis pas alarmiste, je suis réaliste. Parce que ce que les Sénégalais pensent, comme certains, dans la facilité, en pensant qu'on cherche à tirer sur X ou Y, ce n'est pas le cas. La responsabilité, la vraie responsabilité, c'est là que nous exigeons de chaque Sénégalais et que nous devons avoir. C'est maintenant qu'il y a encore temps
de poser les conditions pour que la transparence, la sérénité, l'intérêt du Sénégal soient sauvegardés. Oui. Si au-delà on nous offre ces garanties, vous verrez que ce problème-là tombera de lui-même. On va évoquer un autre problème, étant donné que vous aviez siégé dans le gouvernement. Comment voyez-vous cette sortie, on peut dire, un peu musclée du ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang contre le frère du président Aliou Sall? Non, je ne veux pas du tout m'amuser à commenter. En d'autres termes, en wolof, nous, ce qui nous intéresse en tant que citoyens, ce n'est pas ce qui se fait à l'intérieur, c'est ce qui est servi pour les Sénégalais. Je disais tantôt que nous sommes dans un environnement pauvre, très pauvre. Dans notre pays, la priorité, c'est la pauvreté. Le débat, c'est comment on va faire pour que les Sénégalais puissent sortir de la tyrannie de la pauvreté, que l'emploi soit disponible. C'est autour de cela que nous devrons être. Le groupe gouvernement doit pouvoir s'occuper de ses affaires et sortir pour asseoir un peu plus de tranquillité et de sérénité. Ils sont, jusqu'à preuve du contraire, ceux-là qui ont la charge de diriger ce pays. Et nous avons besoin de sentir ou de ressentir de la sérénité et surtout beaucoup de froideur et de la responsabilité dans la manière avec laquelle on gère. Ne craignez-vous pas qu'il quitte l'attelage gouvernemental après sa sortie? Mais ce n'est pas une préoccupation. La vraie préoccupation, ne l'oublions pas, c'est un besoin de transparence élémentaire. Moi, le gouvernement et ce qui est là-bas, qui va sortir, qui va entrer, ce n'est pas une préoccupation pour moi. C'est le rendu, l'actif du gouvernement, le travail qu'ils font pour les Sénégalais. Et c'est à l'aune de cela que nous allons nous positionner. Maintenant, les problèmes qu'ils ont à leur sein, ça c'est leur affaire, ils n'ont qu'à gérer. Si vous deviez donner une note, quelle note allez-vous livrer à ce gouvernement? Non, moi je n'ai pas besoin de noter. Parce que dans un système démocratique, il y a la notation qui arrivera. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est que nous gérons le quotidien de notre pays. Nous avons besoin d'être sécurisés. Nous avons besoin, à l'aune des déclarations sur la gestion sobre et vertueuse, sur l'effort que nous devrons fournir, nous qui sommes nés après les indépendances et qui voulons que ce pays aille de l'avant, qui voulons que l'émergence, c'est le terme galvaudé là, soit profitable pour tout le monde. Pourquoi galvaudé? Mais oui, parce qu'on aime beaucoup trop les slogans. Et comme le disait Emerson, je crois, ce que vous faites par le silence, plus ce que vous dites. Ce sont les actes qui qualifient la performance d'une gouvernance. Et pas le discours. Et les actes posés posent problème à ce niveau. Oui. S'agissant de l'équipe gouvernementale, trouvez-vous qu'elle est bavarde, comme le suggère Malick Gakou? Je ne vais pas aller dans cette direction-là. Moi, je suis très, très, très focus sur ce qui doit nous motiver. Je dois vous rappeler tantôt que nous sommes un pays pauvre et que nous avons énormément de défis. Nos enfants attendent. Ici à Walfadjri, si vous descendez, vous allez voir des femmes vendant du mafé ou d'autres vendant de l'arachide, des sachets d'eau. C'est cette réalité qui est la nôtre aujourd'hui qui n'est pas acceptable. Je me rappelle, le président Senghor disait qu'en l'an 2000, que Dakar sera comme... On en a déjà suffisamment entendu jusqu'à ne plus rien entendre. Ce dont nous avons besoin, c'est lorsque nous avons très peu de moyens et que Dieu nous donne une opportunité, que ces opportunités soient utilisées à bon escient. Que nous soyons focus, que nous soyons à la hauteur de nos missions. Il faut qu'on élève le niveau de notre rendement par rapport à ce pays. Et ayons un temps soit peu de pitié pour le Sénégalais, la tyrannie de sa quotidienneté, les difficultés de la vie. Je crois que c'est cela l'objet essentiel. Et si je me souviens bien, c'était autour de cela qu'on se battait en 2012. Oui, ce dernier cité, Malick Gakou, est le coordonnateur de la coalition Wattu Sénégal. À propos, votre formation politique est-elle membre de cette structure? Sinon, avez-vous participé à la marche du 14 octobre? Vous savez, nous avons été convoqués comme toutes les formations de l'opposition. Oui. Et qui était membre de la première coalition qui existait entre les grandes formations politiques de notre pays. Le problème que nous avons au niveau du FSD/BJ, c'est que moi, il m'a fallu déployer énormément de capacités de persuasion pour amener les militants et responsables du parti à accepter que je sois membre dans une congrégation de l'opposition. Certains pensaient que nous n'avons pas notre place là-dedans, d'autres, pour d'autres raisons, pensaient que nous avions une
position et une réflexion différente. J'y suis arrivé tant bien que mal. J'ai eu énormément de difficultés lorsqu'on a sabordé ce groupe, sans pour autant qu'on ait la responsabilité de nous asseoir en toute simplicité pour dire voici ce que nous avions créé, ça ne peut plus marcher. De quel groupe vous voulez parler? Je parle du premier groupe entre les 6 ou 7 formations dans lesquelles on était. Et si nous n'avons pas cette capacité, je crois qu'il est difficile aujourd'hui que je revienne encore au parti pour leur dire maintenant non, c'est mort, sans savoir pourquoi et quelle explication je vais leur donner. C'est quoi le problème? Non, j'en suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que j'ai dit, écoutez, je ne peux pas quitter un navire en pleine mer. Moi, quand je quitte un navire avec armes et bagages, il me faut arriver dans un port sec et comme ça, au moins, je puisse, quand je sors, sortir dans les bonnes conditions. Si nous sommes engagés dans un combat pour la démocratie, pour les libertés, je crois que c'est inscrit au fronton de toutes les formations politiques. Notre besoin de nous battre pour les Sénégalais est indéniable. Chaque fois qu'une réclamation viendra et qu'on nous demandera de nous positionner pour aider le pays, pour être aux côtés des Sénégalais, nous serons toujours présents. Vous étiez combien dans ce groupe? Je ne me trompe pas après le départ d'un parmi nous. Oui. Donc le PDS? Non, ce n'était pas le PDS, c'était Djiboka à l'époque. D'accord. Et jusqu'à présent, vous n'aviez pas entamé des discussions? Oui, mais enfin, je crois que c'est un détail dans l'histoire des partis politiques au Sénégal. Mais ce qu'il faut de plus retenir, c'est surtout, j'ai voulu tirer sur la sonnette d'alarme pour dire aux uns et aux autres, en tant que leader de partis politiques, ce que nous faisons, je crois que nous le faisons pour le compte des Sénégalais. Dans la manière avec laquelle nous nous comportons les uns les autres, dans la prise de responsabilité qui doit être la nôtre, dans ce que nous entamons au nom des Sénégalais, nous devrons aussi veiller à donner des leçons et de bonnes leçons. Oui. Je trouve qu'il n'est pas acceptable que, en tant que responsable, qu'on puisse avoir cette attitude-là, mais en tout état de cause, j'observe, je regarde, j'ai d'excellents termes avec tous les membres de l'opposition. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un contact téléphonique avec la plupart d'entre eux et je suis parfaitement au courant de ce qui se trame. J'estime que sur des positions de principe, il est important que nous évoluions, que nous allions de l'avant, surtout avec plus d'objectivité et plus de rigueur dans la manière avec laquelle nous entreprenons. Si je comprends bien, Wattu Sénégal ne vous convainc pas ou bien ne vous convient même pas? Non, la question n'est pas, ça n'a rien à voir avec Wattu Sénégal. J'estime sur les préalables, je trouve qu'il est hasardeux pour des responsables de quitter une organisation, même si elle était formelle, sans pour autant en tirer les conséquences. Si on ne tire pas les conséquences et on y va en bloc, on risque de voir venir ou de surgir les mêmes éléments qui ont été à la base. Djiboka est maintenant dans le camp présidentiel. Non, ne réfléchissons pas sur Djiboka. Cette affaire. Ce sur quoi je parle, il n'est pas impliqué là-dedans. Ce qu'il nous faut pour être très progressiste et aller de l'avant, c'est qu'aujourd'hui, ce sur quoi on doit interpeller une formation politique de l'opposition, c'est s'il est oui ou non engagé dans le combat citoyen que nous menons pour les Sénégalais. Nous le sommes. Et cela, ça ne fait l'objet d'aucune contradiction. Oui. Peut-être vous aurez plus d'affinité avec la Fédération des partis en gestation portée par Madiaye Mbodj, Maître Mame Adama Gueye, Ousmane Sonko et compagnie. On a le temps de voir venir. On a largement le temps de voir venir. Mais en réalité, ce qui est important, je le pense aujourd'hui, c'est que nous allons très bientôt aller vers des élections législatives. Et le FSD/BJ et Cheikh Bamba Dièye sont déterminés à faire en sorte qu'il y ait une alternance à ces élections-là. Nous avons pris le temps qu'il faut pour nous préparer et préparer des responsables. Nous les avons formés sur le long terme. Nous leur avons donné des aptitudes, une vision claire de la mission d'un homme politique ou d'une femme politique. Et il nous tarde de voir ce jour arriver pour présenter ces équipes-là devant les Sénégalais. Et comme ils savent déjà à quoi s'en tenir avec le FSD/BJ et la manière avec laquelle nous sommes capables de représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale et partout ailleurs, je crois que j'avais et j'attends encore qu'ensemble avec l'opposition, que nous travaillons en étant pratique et pragmatique pour poser les alliances qu'il nous faut pour rassurer les Sénégalais sur notre volonté de construire le Sénégal, de construire une nouvelle alternative. Peut-être que M. Cheikh Bamba Dièye garde de mauvais souvenirs sur les coalitions. Non, pas du tout. Je suis focus. Moi, je suis quelqu'un de très zen et de très responsable. Je ne m'implique pas émotionnellement
l'opposition, surtout quand il s'agit du Sénégal. Et de ce point de vue-là, je nourris l'espoir de voir l'opposition se réaliser globalement et être en ordre de bataille pour aller vers ces élections législatives, parce que l'histoire ou la tradition depuis 2012 déjà nous renseigne que le pouvoir en place n'est plus dans des dispositions pour mettre en place un système qui va nous garantir des élections transparentes. Et de ce point de vue-là, tout le temps que nous ne consacrerons pas à convaincre les Sénégalais autour d'un projet porté par ceux-là qui portent des valeurs pour ce pays et qui ont prouvé par le passé qu'ils sont capables d'être à côté des Sénégalais et qui répondent toujours présents, il faut que nous donnions aux Sénégalais les moyens d'appréhender, de comprendre, de disséquer le projet dont nous sommes porteurs. Je crois que c'est cela l'essentiel aujourd'hui. Il faut qu'on soit focus sur notre volonté de sortir le Sénégal. Et qu'est-ce que vous proposez comme alternative, une rupture par rapport à ces coalitions? Je crois qu'en termes de discours, je n'ai plus rien à apporter. Oui. Parce que ce qui devrait être dit, si un discours devrait porter, je crois que la rupture... Non, concernant ces compagnonnages en politique, surtout... J'ai justement un message simple que j'ai déjà répété à beaucoup de mes camarades de l'opposition. Mettons-nous en ordre de bataille. Usons de nos moyens, de notre capacité. Usons de la confiance que les Sénégalais ont autour de nous. Et ne mobilisons pas le débat national autour d'un débat entre l'opposition et le pouvoir. Déplaçons le débat autour du Sénégal, des Sénégalais, de la politique d'emploi, de l'utilisation rationnelle de nos ressources, du temps que nous perdons et de la difficulté que les Sénégalais ont, l'impossibilité pour eux de se réaliser quotidiennement. Oui. Je crois qu'en allant dans ce secteur-là, 7 mois ou 8 mois seront suffisamment courts pour nous permettre d'arriver à fixer et fidéliser les masses de citoyens qui vont voter. Et je crois que c'est cela qui est important. Cela urge et nous ne pouvons pas nous permettre autre chose. Moi, je suis là, disposé, et je répète et je dis, toute tentative ou toute initiative qui est orientée dans ce secteur, je suis preneur et je suis prêt à partir. Parce que pour moi, c'est le seul combat qui vaille. Vous constatez que c'est le contraire qui est fait dans le combat mené par l'opposition? Non, je ne vais pas aller dans ces formes de considération. Des fois, vous me connaissez très bien. Oui. Je me contente de donner mon point de vue. Et je ne me ferai pas le plaisir de commenter ou de tirer des conclusions sur des personnes pour qui j'ai énormément de respect. Oui, pour avancer, finalement, And Dolel Khalifa plonge le maire de Dakar dans la mare des présidentiables. À votre avis, quelles sont les opportunités qui s'offrent à l'édile de Dakar? Toutes les opportunités, c'est un citoyen, et un citoyen honorable aussi. Je crois qu'on a besoin d'air frais dans cet espace-là. Il faut que nous soyons capables, que la société soit capable de sortir en son sein des éléments qui sont l'exact contraire du schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si Khalifa et son groupe sont dans ces dispositions-là, why not? Et c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant pour le pays. Je crois que ce que les Sénégalais perdent de vue, c'est que, il y a, pour ceux qui croient en Dieu, aucun d'entre nous n'a décidé d'être Sénégalais, de naître d'abord et d'être Sénégalais. Et si Dieu nous a mis ensemble, c'est certainement que nous avons autour de nous les moyens de monter des équipes, de faire des synergies, de nous retrouver autour de l'essentiel pour aller le plus loin possible au profit des citoyens. Et c'est de ce point de vue-là que tout nouveau arrivant dans cet espace-là est quelque chose que je souhaite très bien, d'autant plus que le monsieur en question, je le connais très bien. Donc, oui, mais est-ce que son parti, le PS, va soutenir sa candidature? candidature? Ce n'est pas important. On ne va pas focaliser notre débat sur les débats intérieurs d'une formation politique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est voici quelqu'un qui peut arriver dans cet espace et qui est bien. Le reste, maintenant, on laissera lui et son parti gérer cette affaire. La semaine dernière, Dakar a reçu la visite de Manuel Valls lors de l'entretien qu'il a accordé à notre grand frère aîné. Alassane Samba Diop, il a beaucoup souligné le mot partenariat. Dans nos relations avec la France, avec un peu de recul, est-ce que c'est un partenariat gagnant-gagnant? Mais vous savez, pour un partenariat, il faut être deux. Quoi qu'on puisse dire par rapport à la France, jusqu'à depuis l'avènement de Hollande, le discours est très clair. Mais il y a ce que l'économiste Towolé parlait, la servitude voulue. On a l'impression qu'en Afrique, que nos dirigeants
sont liés chromosomiquement et ils ont l'incapacité dans leur ADN à se soustraire de cette histoire pour envisager l'avenir de notre pays entre Sénégalais. Et de ce point de vue-là, la question qu'on doit poser n'est pas du côté de la France. Ça fait plus de 56 ans qu'on est indépendant. On n'a pas besoin de poser ces questions-là aujourd'hui au Sénégal. La bonne question pour chaque citoyen, c'est qu'au moment du choix, faisons l'effort de regarder suffisamment le profil, les engagements, les actions des uns et des autres à l'aune de leur capacité d'inventer pour les Sénégalais, aujourd'hui indépendants depuis des lustres, un avenir cohérent, transparent, responsable, qui nous donne la possibilité pour une majorité d'entre nous de profiter des ressources de la République. C'est cela le vrai schéma. Mais on n'a pas à perdre notre temps pour savoir s'il a dans son terme partenariat ou là, qu'est-ce qu'il y a derrière. Non, on est indépendant. Si on l'est dans la tête et qu'on l'est dans la volonté. Vous doutez de cela? Non, en ce qui me concerne, j'ai aucun doute là-dessus sur notre indépendance. Et les Sénégalais me connaissent. Je n'ai pas besoin de me présenter et je ne suis pas le seul dans ce cas-là au Sénégal. Ce qui est dommage, Ndeye Fatou, oui, c'est que malheureusement dans notre classe politique, il y a parmi nos leaders politiques, certains, si vous voulez peigner en blanc, vous allez retrouver Hollande directement. D'autres, si vous voulez peigner en blanc, vous allez retrouver Sarkozy. D'autres, si vous voulez peigner en blanc, vous allez retrouver d'autres leaders. Comment? C'est ce mimétisme absolu, cette calcomanie qui n'a pas de raison d'être. Nous sommes une très très vieille tradition. Je rappelle qu'en au XVIIIe siècle, avec la révolution Almoudou de Thierno Souleymane Baal, un Sénégalais qui n'a pas fait Oxford, qui n'a pas fait le quartier latin, a été capable de poser un des modèles les plus aboutis en matière de reddition des comptes, de transparence, de bonne gouvernance. Allez-y visiter nos traditions, nos manières de gouverner. Je crois que notre problème aujourd'hui, c'est que quand nous avons été indépendants, nous n'avons pas été capables de nous poser cette question. Maintenant que nous sommes plus sous le joug de la métropole, il faut que nous nous asseyions ensemble, qu'on définisse un social, un pacte de valeurs. Cette fois-ci, il fallait restituer le Sénégal à ses valeurs, qu'on le retrouve au Fouta, qu'on le retrouve dans le Badibou, qu'on le retrouve dans le Saloum, dans le Sine, à Saint-Louis, à Ziguinchor. C'est identité commune que nous avons, que nous puissions former des liens qui vont faire que nos marabouts ne vont plus être autre chose que les vrais défenseurs de la loi, que les vrais défenseurs de l'état de droit, et que plus jamais dans ce cas, on aura affaire à une république islamique. Non, on n'est pas là. Je parle de citoyens. Je parle de citoyens. Je ne parle pas de congrégation religieuse. Ouais. Je dis qu'au-delà des marabouts, que ce soit dans la société civile en général, que tous ensemble, que nous soyons assez forts. Parce que lorsque quelqu'un est en porte-à-faux avec la loi, qu'il ne puisse pas trouver dans son cercle primaire des soutiens, et qu'on arrête, comme le dit un de mes amis souvent, au Sénégal, nous baillons des Français. Irez-vous jusqu'à dire que... Vous ne réagissez pas, nous baillons des Français. Notre problème dans ce pays, c'est cela. Nous baillons des Français. Pour traduire? Pour traduire, c'est qu'il faudrait qu'on ait la capacité d'avoir ce que Mme Abdou disait. Quand vous partagez avec quelqu'un un patrimoine et qu'il se réveille pour le déstructurer, la même force qu'il utilise pour le déstructurer, utilise cette force-là pour le contrer. Il faudrait que ceux-là qui sont les véritables fossoyeurs de la République, les siphonneurs professionnels de nos deniers, que les Sénégalais ne puissent plus... De nos valeurs, vous voulez dire? De nos deniers publics d'abord. Oui. Parce que c'est à force de voler qu'on a siphonné nos valeurs en même temps. Parce que quand ces gens-là, après avoir piqué pas mal de nos milliards, s'ils ressortent ou ailleurs dans la société, ils ont des soutiens à n'en plus finir. Des gens vont essayer de trouver des conditions. Et on en reviendra, par exemple, sur la reddition des comptes réels, sur notre capacité de sanctionner ceux-là qui le méritent. Et je crois que c'est autour de ces valeurs-là que nous n'avons pas eu le temps de mûrir, de partager. Et c'est cela qui fait que nous avons cette réminiscence de la culture coloniale qui fait qu'aujourd'hui, on se sent tellement dépendant alors qu'il n'y a plus de lien objectif que nous lie à la métropole. Oui. Pour libeller un peu, comme vous venez de le dire en Wolof, donc au Sénégal, il serait difficile d'avoir un patrimoine à la sueur de son front. Ah non, il est possible. Il y en a des gens qui méritent
ce qu'ils ont. Mais malheureusement, à côté, nous en avons beaucoup qui font ce que souvent on dit. Et en revenant encore sur ce pacte des valeurs, vous savez, oui. En refusant ce débat-là, nous avons pensé qu'en votant une constitution, qu'on allait la faire partager à la totalité des Sénégalais. Et ce n'est pas sûr. Aujourd'hui, vous interrogerez un Sénégalais sur la constitution, il n'en connaîtra pas beaucoup. Mais à côté de cela, il y a des pratiques qui font figure de constitution. Et j'ai un ami encore qui est très sociologue, par exemple qui est très sociologue et qui me disait qu'en réalité, il y a une substitution. À côté de la constitution votée, il y a une autre constitution qui malheureusement dépeint la blessure dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que nous disons? Article 1. Article 2, Article 3, ne penses-tu pas, Ndeye Fatou, que c'est cette qui a droit de citer dans notre pays aujourd'hui? Et tant que nous n'avons pas ce pacte des valeurs, tant que nous ne nous asseyons pas pour rediscuter ensemble, pour faire les synergies et les convergences qu'il nous faut pour que nous ayons le sentiment que, individuellement pris, si nous recherchons la reddition des comptes, le soutien des uns et des autres, c'est parce que à travers l'œil, le regard, la critique de l'autre, nous allons développer une certaine forme de résilience pour nous adapter à la culture de la transparence et de la bonne gouvernance. C'est cela le but. Une société, il faut apprendre à la gérer avec ses valeurs, pas avec des valeurs importées. Il y a des valeurs qui sont universelles, de droits de l'homme, de liberté, mais au-delà, il y a un feeling propre, un savoir-être, un savoir-vivre sénégalais qui nous est propre. Convoquons-les et allons trouver les véritables vecteurs sociaux de notre pays et mettons-les ensemble pour qu'ils soient les paravents, les vrais remparts contre toutes les formes de dérives que nous subissons. Si j'ai bien écouté, la France est trop encombrante pour occuper votre discours. Non, je suis très loin de cela parce que j'estime qu'aujourd'hui, le débat sur la liberté du Sénégal, de l'anticolonialisme, tout ça, pour moi, c'est un débat passé. Parce que la liberté, c'est dans la tête et dans le cœur. Moi, la signature de 1960 me suffit largement. Je n'ai plus besoin de me justifier par rapport à cela. Je me sens libre et totalement. Je crois que le Sénégal a en la France un partenaire économique de premier plan, le premier partenaire économique du Sénégal et le premier partenaire politique du Sénégal. Mais cela ne doit absolument pas nous empêcher, et heureusement qu'on le fait, de nous tourner vers le reste du monde. Important. Oui. Une francisation de l'économie sénégalaise, irez-vous jusqu'à sortir ce terme? La réalité aujourd'hui, il est vrai que l'héritage colonial fait que, et nos rapports et la succession du franc CFA par rapport à l'euro, cette image-là pose aussi des réalités économiques qui vont avec. Le franc CFA ne fluctue pas par rapport aux autres monnaies. Il a une parité fixe par rapport à l'euro. Et le franc CFA ne représente que 3% de la masse monétaire de l'environnement européen. Ce qui veut dire que sous ces rapports, cette fixité paritaire entraîne aussi une certaine, le maintien d'un précaré, même si c'est fictif. Parce qu'au-delà de la libération politique, les liens économiques sont bien réels, ils sont là. Il faudrait que nous apprenions à les gérer. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un glissement qu'il faut faire. La France cherche par tous les moyens de se diversifier, de diversifier son économie, de s'ouvrir à l'international. Cette réalité économique qui s'impose à toutes les nations doit aussi être une réalité au Sénégal. Et pour nous, comme vous pensez que nous sommes encore francisés ou que nous sommes sous domination, pour progresser dans cette dynamique-là, rien ne nous empêche de faire focus sur le privé national, d'aider le partenariat, les partenaires économiques sénégalais qui sont là, de renforcer le capitaliat d'industrie bien sénégalais, bien de chez nous, de proposer des systèmes qui vont faire en sorte que l'État va accompagner les entreprises en prenant des participations dans ces pour pouvoir les amener à être dans la norme administrative, dans la transparence et être de véritables acteurs de développement. Il n'y a pas besoin de dire que nous allons être indépendants, il faut être indépendant. Cela, on se donne les moyens par la pratique économique réelle qui prend appui sur des Serigne Mboup,
des Babacar Ngom, j'en cite encore d'autres, pour en faire les fers de lance de notre développement économique. Cela. Pourtant, il y a d'autres. Il y a bien évidemment, il y en a des centaines et des centaines, voire même des milliers et des milliers. Oui. Des Sénégalais qui mériteraient qu'on regarde un tout petit peu plus ce qu'ils font et qu'ils font très bien. Vous savez, le paradoxe, c'est que nous sommes un pays qui est développé ou bien qui est indépendant depuis 1960. Jusqu'à présent, même Pousso, nous ne pouvons pas faire tirer. Il y a de la petite industrie qui ne demande pas une expertise importante. Il y a des Sénégalais qui ont donné des gages de rectitude, de sérieux et de rigueur dans leur travail. Il faut les aider, il faut les accompagner. Il faut faire en sorte que les situations de monopole qui existent dans notre pays, qui font que l'essentiel des produits de notre croissance servent des entreprises étrangères, il faut rééquilibrer la balance et faire en sorte que nous puissions avoir des Sénégalais bon teint pour pouvoir porter cela. Le gouvernement du Sénégal, rien que sur le secteur de l'agriculture, a fait une très bonne chose en prenant du matériel agricole pour les agriculteurs. Mais il faut aller plus loin. Il faut non seulement encadrer, venir avec de l'argent, intervenir à l'intérieur des dynamiques des sociétés qui se créent, prendre des prises de les accompagner et aider les Sénégalais, l'entrepreneuriat sénégalais, à quitter le secteur informel pour aller vers le secteur formel parce qu'ils ont les moyens, parce qu'il y a de l'intérêt, parce que l'État est là, l'État accompagne, l'État met les moyens, l'État facilite l'accès au financement. Je crois que ce sont ces initiatives simples. Faire en sorte que nous puissions faire assez de serrures pour toutes les portes du Sénégal, faire assez de clés pour toutes les serrures du Sénégal, faire assez de pousseaux, assez de ping, assez de... Un peu de créativité, vous voulez dire. C'est autour de cela que notre croissance réelle va sortir. Nous allons booster la production et avoir pour cible le marché sénégalais et le marché sous-régional. Il faudrait que la dynamique économique concurrentielle, qu'on puisse le réactualiser. Nous avons perdu l'habitude de nous regarder et de regarder les autres comme des partenaires et des concurrents. Oui. Il faut que nous regardions la Côte d'Ivoire comme notre vis-à-vis, un partenaire économique de premier plan, membre de notre sous-région, mais qui est aussi un concurrent. Et qu'on essaie de faire des performances dans tous les secteurs plus que la Côte d'Ivoire. Qu'on n'essaie pas ou qu'on ne faiblit pas au point de nous laisser rattraper par la Mauritanie. Et que les acquis que nous ayons, il faudrait que nous soyons dans un environnement globalisé où la seule priorité qui vaille, c'est faire en sorte que la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la précarité grandissante, le fait de chercher de l'emploi, de créer de l'emploi, d'aider ceux qui créent de l'emploi, de les accompagner, que nous puissions comme cela, ensemble, mobiliser les ressources de la République pour aller de l'avant. C'est ça la bonne direction. Je vois que vous donnez votre participation au débat économique auquel le chef de l'État vous a convié en tant qu'acteur politique. Mais on peut aller même plus loin. Je crois que lui-même, c'est une sorte d'exutoire pour lui que demander les gens d'aller vers le débat économique. Mais est-il armé pour assumer ce débat économique? Ah oui? Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre... Vous doutez de ses aptitudes? Mais non, je doute de la réalité telle qu'on s'est présentée aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, on nous dit, on va inventer une nouvelle ville. Oui, nous applaudissons. C'est une très bonne chose. Il faut faire sortir Dakar de Dakar. Mais en même temps, il faut que nous ayons le souci des terres qui vont être affectées à cette nouvelle ville. De la situation de Sébikotane, de la situation de Diamniadio, de Déni Biram Gueye. Quel est le sort de ces paysans-là? Est-ce qu'on les condamne à être les pourvoyeurs de Mindan, de la nouvelle ville? Est-ce qu'on a équilibré le développement pour qu'ils puissent avoir des infrastructures, pour équilibrer, pour que nous ayons l'équité territoriale et l'équité dans la redistribution des ressources? Un premier problème. Oui. Lorsqu'on est capable aujourd'hui de poser un investissement aussi lourd que le centre Abdou Diouf, 50 et quelques milliards, nous savons tous que depuis qu'on l'a créé jusqu'à présent, il n'y a pas eu plus de 5, il n'y a pas eu 5 conférences là-bas. Vous pensez que celui-là peut soutenir un débat économique? Lorsqu'on est capable aujourd'hui d'exiger, d'aller chercher 400 milliards de nos francs pour le mettre dans un train qui va de Dakar à AIBD, alors qu'à côté de cela, on a projeté et réalisé une autoroute qui va de Dakar à AIBD.
On oublie que sur les 4 millions de voyageurs, il n'y aura que 20 000 journaliers qui auront besoin de transport. Si vous enlevez ceux qui vous y enlevez ceux qui viennent par leur voiture, vous y enlevez ceux qui viennent par d'autres moyens, vous vous rendez compte que où est-ce qu'ils vont trouver les 125 000 personnes par jour pour remplir ce train? Où est le calcul de rentabilité? Et vous pensez qu'il veut un débat économique? Je vous continue encore. Oui. Je vous prends encore l'exemple du building administratif. Oui, on va finir avec cet exemple pour continuer ce débat. D'abord, vous lancez un programme de ville nouvelle. Je pense que l'idéal aurait été de sortir Dakar de Dakar et d'aider l'ensemble des ministères à sortir. Une décongestion. Absolument, et une déconcentration. C'est ce que lui-même a théorisé comme étant l'équité territoriale. Et de ce point de vue-là, vous dites que vous investissez 19 milliards, certains parlent de 44 milliards pour réhabiliter un immeuble. Alors que l'immeuble qui a servi à récupérer l'ensemble des éléments de l'administration n'a pas coûté 7 milliards. Vous pensez que celui-là peut soutenir un débat économique? Vous pensez que celui qui a été capable aujourd'hui de nous mettre dans une nébuleuse sur l'utilisation rationnelle d'une ressource qui nous vient du ciel, qui aurait dû être notre bambou, vous parlez que celui-là peut soutenir un débat économique? Je vous renvoie à la question. Mais moi aussi, je vous renvoie et je renvoie aux citoyens à cette question. Comme on parlait de la France, à Paris, la justice a débouté l'État du Sénégal dans l'affaire Karim Wade et Bibo Bourgi. Comment l'analysez-vous? Je pense que ça fait partie des péripéties de ce qui suit après le procès. Je crois que l'État du Sénégal devra revoir ses dossiers avec la justice qui a été rendue et faire en sorte de savoir que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et de ce point de vue-là, si tant et si bien la volonté est encore existante auprès du pouvoir de créer les conditions d'une reddition des comptes réels, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Oui. Et cette plainte que Karim Wade compte déposer contre le chef de l'État au niveau des Nations Unies, pensez-vous qu'elle va prospérer? Non, mais je suis ni juriste, encore moins dans une des parties. Moi, je suis un citoyen de ce pays qui s'est beaucoup battu pour que le Sénégal reste un État de droit, qui, avec beaucoup d'autres Sénégalais, a été capable, au péril de sa vie, et beaucoup d'entre nous ont perdu leur vie dans ce combat-là, pour que plus jamais nous n'ayons à vivre ce que nous avons décrit hier. Je suis meurtri et blessé. J'ai énormément de difficultés pour m'adresser aux jeunes de mon parti, à tous ces jeunes qui nous ont accompagnés dans cette bataille, si je vois le rendu qui est fait de ce travail. Et pourtant, les gens, ils étaient spontanés dans cet engagement-là. Ils pensaient que c'était le bon moment, l'occasion souhaitée pour que nous puissions avoir ce pays rêvé. Parce que ce pays est merveilleux, ces gens-là, les Sénégalais sont magnifiques. Ils sont assez focus et suffisamment conciliants pour autoriser ou laisser les pouvoirs publics agir et accepter ce que la démocratie nous impose. Je crois que nous méritons, les Sénégalais méritent beaucoup plus que ce que nous autres hommes politiques nous leur donnons jusqu'à ce jour-là. Et c'est cela qui me fend le cœur. Vous parlez entre les lignes. Mais je parle directement, je sais que je parle un peu des gens. Et les gens sauront décrypter le sens profond de ce que je suis en train de dire. Je crois que chaque peuple est interpellé, surtout ses leaders. Et les peuples n'ont jamais pardonné à leurs leaders d'être en retard d'une mutation. Ça fait déjà la 3e que nous ratons. Et je suis de ceux-là qui pensent que plus jamais je n'autoriserai ni laisserai à une personne la possibilité de m'entraîner dans une situation dont la finalité n'est pas le développement de notre pays. Une 4e, vous y espérez? C'est souhaitable. Et c'est pour cela que nous nous battons. Et quelles seront les conditions? La seule et unique condition, c'est que nous changeons de dynamique. Que ce ne soit plus un débat entre les politiciens. Tant que ça restera entre un débat parti au pouvoir et parti de l'opposition, les Sénégalais vont nous laisser et vont nous regarder. Oui. Il nous faut nous occuper de ces millions de citoyens qui n'ont rien. Et ce que nous avons vécu à Rebeuss déjà pose problème de ce point de vue-là. Parlons de cette mutinerie qui s'y est produite. 3 balles pour un prisonnier, est-ce acceptable? Non, ce n'est pas acceptable, c'est dramatique. Et j'en profite même pour présenter mes condoléances à ce monsieur et à sa famille et à tous ceux qui ont été blessés dans les deux sens.
Parce que les victimes, ce n'est pas nécessairement les prisonniers. Les familles aussi des pénitenciers, ils ont été blessés. Et c'est une charge. Ils ont été mandatés par l'État pour assurer un service public. Et de ce point de vue-là, ils ont droit à notre reconnaissance et surtout à notre soutien dans de pareilles circonstances. Oui. Mais ce problème-là pose un problème de justice dans notre pays. Vous croyez que quelqu'un qui a été pris pour recel de moutons de Tabaski, que la sanction que la société lui réserve, c'est trop pire traitement que celui qu'on réserve aux criminels multirécidivistes. Ce n'est pas acceptable. Il faut que nos juges aussi, au-delà de l'État, qui doit se hâter pour créer les conditions d'hébergement dans nos prisons, pour qu'il y ait de l'espace pour vivre, de l'espace pour travailler, des bibliothèques pour que les gens puissent au moins fonctionner et que les prisons ne deviennent pas des lieux de violence absolue et des endroits... Pourtant, il y a des prisons VIP. C'est ça qui est dommage. Quid donc quand des gens ont siphonné des milliards de la République? Parce que la justice, et c'est ça que je voulais dire au début, et pour les juges, la justice n'a pas de mérite quand elle attrape un voleur de sac de pommes de terre. Ça, de sac de pommes de terre, beaucoup d'appels, ce n'est pas une prouesse, ce n'est pas de la justice. La vraie justice, c'est celle-là qui va s'assumer, prendre en charge les vrais délinquants de la République, leur mettre devant eux le traitement qui sied et donner le sentiment pour les Sénégalais que nous sommes dans un véritable état de droit. Les délinquants en col blanc. Mais absolument, et c'est cela qui pose problème. Aujourd'hui, quand vous amenez quelqu'un en prison, où il y a une surpopulation carcérale, il faut que les juges aussi essaient, malgré qu'ils sont encadrés par la loi, de voir la possibilité. S'il y avait, par exemple, on peut dire à ce monsieur-là, écoutez, ramenez votre père et votre mère, qu'ils s'engagent à ce que le jour de votre procès, que vous puissiez aller là-bas et qu'on vous laisse en liberté provisoire, ces problèmes-là pourraient être évités. Il ne faudrait pas qu'on en prenne des jeunes qui n'ont jamais avec la justice, qu'on les mette dans des lieux d'extrême violence, qu'on les enferme là-bas. Et ce n'est pas normal. La détention préventive, abusive, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une idée de justice. Parce qu'en réalité, si vous laissez quelqu'un en prison pendant 10 ans et que vous le jugez, vous le condamnez à 10 ans, 2 mois, vous n'avez pas rendu la justice. Vous donnez les moyens de faire bonne figure. Ce n'est pas de la justice là. Et nous avons besoin, de ce point de vue-là, que l'État qui a été capable de lâcher 50 de nos milliards à des entreprises, question sur laquelle on n'a pas encore une réponse réelle, ni une motivation économique réelle, cet État-là ne doit pas avoir de problème pour nous construire des prisons. Oui. Êtes-vous rassuré quand le garde des Sceaux nous dit que les chambres criminelles seront plus fonctionnelles pour éviter ce peuplement dans ces prisons? Il faut qu'il accélère la cadence, comme c'était le slogan de Mme Aminata Touré. Le slogan, et qui est juste. Si on accélère la cadence, on pourrait y arriver rapidement. Mais que cela soit fait dans les bonnes conditions. Il faudrait que nous soyons dans une dynamique qui fait qu'aujourd'hui, qu'on ait du souci. Parce que la justice, ce n'est pas nécessairement la sanction. S'il y a déjà une vertu d'éducation, il faut que les peines soient allégées. Il faut qu'on crée des peines de substitution. Il faut qu'on évite d'aller engorger encore les prisons quand il y a une surpopulation là-bas. Essayons de trouver les voies et moyens dans cette période tampon pour éviter des situations dramatiques comme celles que nous avons déjà vécues. Oui. Et ce n'est pas acceptable, ce n'est pas bon pour notre image de marque. Et nous sommes tous coupables parce que le Sénégal des prisons, c'est le Sénégal de 1960 à aujourd'hui. Si on veut être... Ils ont été même érigés par le régime colonial. Mais c'est pourquoi je vous posais la question sur cette forme de gouvernance qui aujourd'hui nous asphyxie. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont de droit divin, habilités à être entretenus par de l'argent public et ils ne peuvent absolument pas s'éloigner de l'argent public. Pour y arriver, vous allez reformater ce système. Mais ensemble, nous sommes dans une dynamique. Il s'agit de notre pays. Ce n'est pas la mienne. Je suis encore seul et insuffisant pour émerger ce pays. Il nous faut, moi je parle pour créer les conditions d'une unité objective. Que nous puissions savoir que les Sénégalais ne sont pas mauvais. Même si les conditions de vie difficiles
nous oblige parfois à adopter des comportements qui ne sied pas en République. Il faudrait, pour y mettre un terme, qu'on se solidarise, qu'on s'entraide. Il faudrait que nous sachions distinguer qui sont nos amis et que nous ne nous laissions pas absorber par cette mauvaise plie de la politique qui fait que nous sommes entraînés à prendre nos pires ennemis et en faire nos amis. Nous les on trouve les vrais amis. C'est ce qui s'inquiète de l'utilisation des ressources de la République. C'est ce qui veulent que la transparence revienne. C'est ce qui veulent que la bonne gouvernance soit une réalité. Là, vous vous adressez à l'électorat. On a fait nos ennemis. Là, vous vous adressez à l'électorat sénégalais. Parce qu'en réalité, si nous sommes ici, le jeu que nous faisons, c'est une offre politique que nous amenons aux citoyens. Et les citoyens sont assez libres. Et nous sommes encore dans un pays, même s'il y a le déséquilibre du référendum, nous sommes encore dans une démocratie. Et de ce point de vue-là, faisons confiance aux Sénégalais, ils seront décryptés. Monsieur Cheikh Bamba Dièye, parlons éducation à présent. Quelques jours avant la rentrée des classes, État et syndicats d'enseignants ne parlent pas le même langage. À quoi s'attendre donc? Ça ne risque pas de s'améliorer. Vous savez, le problème, il est global. Nous avons une société ou un État qui est malade. Malade parce que nous n'avons pas été capables d'équilibrer les rapports. Nous n'avons pas été capables de mettre un peu de justice dans le traitement salarial des fonctionnaires. Il faut qu'on sache que dans un pays de droit, il n'est pas acceptable, et vous ne pouvez pas forcer un Sénégalais éveillé comme ils sont à accepter cette iniquité dans le traitement salarial, des conditions d'extrême précarité, où on voit que l'État, quand ça l'intéresse, est capable de lâcher du lest, de donner beaucoup de liberté financière à des groupuscules, et qu'on veuille que les autres ne puissent pas bénéficier de cela. Ce n'est pas acceptable. Et le problème de fond, dans la surenchère d'un État qui n'arrive pas à respecter ses engagements, à côté d'une inflation de revendications des syndicats de l'enseignement, et surtout au fait que nos difficultés au quotidien nous désolidarisent de nos fonctions d'éducation, d'accompagnement et de surveillance de nos enfants, je le dis sincèrement, on est arrivé à une limite où État, enseignants, parents d'élèves, nous avons décidé tous délibérément d'abandonner notre école. Et ce n'est pas acceptable. Au profit de qui ou bien de quoi? Au profit de rien du tout, au profit du néant. Je dis souvent que la citoyenneté n'est pas innée. Cela s'acquiert depuis quand l'État du Sénégal a développé en lui la volonté d'éduquer le citoyen à la vie en communauté, de lui inculquer les règles de vie. Hier, aux indépendants, c'est nos grands-mères qui nous disaient ce qu'il fallait faire pour traverser une route. Quelle était la conduite citoyenne, comment saluer une grande personne, comment parler. Tous ces éléments-là, on les a perdus. Et un pays, on doit l'aider. Les gens ne sont pas mauvais. On ne leur a pas donné la chance de comprendre. Aidons les Sénégalais à être de bons citoyens en donnant d'abord l'exemple et en leur offrant à travers les médias d'État comme les médias privés les instruments, les éléments de vie en communauté qui va faire que nous allons éviter la ruralisation exacerbée de nos cités. Oui. 3 secteurs clés de la vie sociale sont en mouvement d'humeur. Pour ne pas les citer, il s'agit de la santé, la justice et l'éducation. Comment l'État pourra-t-il gérer ces crises? Mais c'est difficile et parfois j'ai même pitié d'eux. Parce que c'est tout l'enjeu de notre pays. Je crois que nous perdons de vue que nous sommes un pays pauvre. Cheikh Abdoulaye Dièye, dans son école politique, nous ramenait souvent l'idée de cette distinction qu'il fallait faire entre deux acteurs politiques. Il nous disait qu'il y a 2 acteurs politiques. Le premier, c'est comme l'enfant dans sa famille, il pense que son papa peut tout, il peut tout faire. Celui-là, il n'est pas prêt, ni dans les dispositions pour aider son père. Il dit que le vieux, il a suffisamment d'argent, il ne veut rien me donner. Celui-là, ce leader politique-là, il pense que l'État du Sénégal a beaucoup de milliards. Quand il parle 3 000 milliards, il pense pour lui exclusivement. Il ne le multiplie pas ou ne l'étale pas. Millions de Sénégalais et des 14 millions de priorités que nous avons. L'autre leader politique, il a pitié du pays. Il dit que nous sommes pauvres et que ce que nous avons ne nous suffit pas. Alors il ne veut ni perdre du temps,
il n'acceptera pas que l'on siphonne l'argent de la République. Et il y mettra la pression qu'il faut. Il nous faut aujourd'hui, par rapport à l'immensité de ses besoins, et comme le dit le Wolof, il faut que nous revenions à nos priorités. Nos vraies priorités, c'est les milliers de jeunes. On parle de 200 000 jeunes qui arrivent chaque année. Et du temps de Diouf, on parlait presque de 100 000 personnes qui arrivaient. Faites le choix, faites les rapports et vous vous rendrez compte que les Sénégalais qui ont plus de 60 ans ou de 65 ans, ils font environ un peu moins de 5% de ce pays. Je vous remercie, cher Bamba Dièye. Je rappelle que vous êtes le leader du parti FSD/BJ et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. C'est moi qui vous remercie, Ndeye Fatou. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute l'équipe de la réalisation, Aline Badara Ndiaye, Mame Sidi Diop, Ndella Mar, Oustaz Assane Diouf et Ousseynou Sall. Excellente semaine à vous. Rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah.